Paul-Alain Leclerc, mieux connu sous le nom de Julien Clerc, fut autrefois la voix romantique d'une génération entière. Avec ses ballades emblématiques comme Ma préférence et Femme, je vous aime, il illuminait les scènes de tendresse et de désir. Pendant des décennies, il a été le chouchou de la chanson française, un symbole de passion et d'élégance. Mais derrière les mots soigneusement choisis et les mélodies de velours, sa vie raconte une histoire bien plus fragile, marquée par des trahisons douloureuses, un retour de bâton public brutal et la perte la plus dévastatrice qu'un homme puisse subir, la mort de son frère cadet. Aujourd'hui, à l'approche de ses 80 ans, Julien Clerc fait face non seulement à la solitude du vieillissement, mais aussi au chagrin que la célébrité n'a jamais pu lui épargner. Des drogues à la clarté, une voix presque perdue. Au sommet étincelant des années 1980, Julien Clerc, déjà un titan dans le monde de la chanson française, surfait sur une vague de célébrité. Avec ses boucles emblématiques, son regard profond et ce timbre de velours qui définissait des titres comme Ma préférence et Femme, je vous aime, Clerc semblait intouchable. Mais derrière le rideau du succès et des tournées incessantes, se cachait un homme pris dans le rythme effréné d'une décennie qui glorifiait les excès. La pression était constante. Nuit après nuit, ville après ville, les projecteurs exigeaient une énergie qu'il ne possédait plus naturellement. Et comme beaucoup d'artistes de son époque, il a adopté des habitudes qui promettaient un soulagement rapide, mais causaient des dommages durables. Dans des interviews données des années plus tard, Clerc évoquera cette période non pas avec honte, mais avec une clarté presque philosophique. Il parle d'une époque où les mauvais choix de vie, courant dans le milieu du spectacle, était devenu une routine. Les nuits blanches, le manque de sommeil et l'illusion d'avoir besoin de stimulants pour tenir sur scène ont laissé des traces. L'impact sur sa santé fut indéniable. Il commença à souffrir de sérieux problèmes de gorge et de sinus, et sa voix, son identité même, commença à vaciller. Ce qui l'a sauvé ne fut ni une intervention, ni une soudaine prise de conscience. Ce fut son propre corps qui tira la sonnette d'alarme. Sa voix devint rauque, ses cordes vocales enflammées, ses voix nasales douloureuses. Des gestes simples comme chanter une ballade douce ou atteindre son falsetto emblématique devenaient difficiles. Et pour un homme dont la carrière reposait sur le timbre et la justesse, cela était terrifiant. « C'est mon corps qui m'a dit d'arrêter », confia-t-il dans une interview sincère. Ce n'était plus une question de confort, c'était une question de survie, en tant qu'artiste et en tant qu'homme. Il entama alors une transformation. Les studios enfumés et la vie de tournée chaotique firent de place à une existence plus calme et disciplinée. Clerc découvrit le pouvoir réparateur du mouvement, en particulier de la natation. Il ne nageait pas seulement pour rester en forme, il considérait cela comme un art aussi précis et fluide que sa musique. « Je veux bien nager, comme je veux bien chanter », plaisantait-il souvent. Mais derrière l'humour se cachait une vérité. L'eau devint un lieu de restauration, une pratique quotidienne du souffle, de la concentration et du rythme, tous essentiels pour un chanteur en reconstruction. Cette métamorphose ne fut pas seulement physique, elle marqua un retour à l'authenticité artistique. Clerc en vint à considérer ces années perdues, marquées par l'épuisement et la mauvaise santé, comme une période de déclin créatif. Selon ses propres mots, il chantait le pire de sa vie. Les prestations pouvaient sembler impeccables de l'extérieur, mais en lui, il savait que l'étincelle s'était éteinte. La richesse émotionnelle, les phrasés délicats qui faisaient vibrer ses chansons autrefois, avaient été étouffés par la fatigue. Aujourd'hui, des décennies plus tard, Julien Clerc chante avec la présence de quelqu'un qui s'est survécu. Sa voix, bien que vieillie, porte une profondeur qu'elle n'avait pas dans sa jeunesse. C'est la voix d'un homme qui a aimé profondément, chuté durement, reconstruit lentement, et n'a plus jamais tenu une seule note pour acquise. Et même s'il parle rarement du passé, on sent dans chacun de ses concerts
que chaque chanson est chantée avec gratitude. Pour la seconde chance, pour le silence qui l'a sauvé, et pour la musique qui, au fond, ne l'a jamais quitté. Paroles déchirées et filles amères. La controverse Rodagil. Pendant près de 3 décennies, Julien Clerc et Étienne Rodagil ont formé l'un des duos les plus emblématiques de la musique populaire française. La plume acérée de Rodagil et les mélodies lyriques de Julien se complétaient à merveille. De Utile à la fille au bas nylon, ils ont créé des chansons qui n'étaient pas seulement des succès, elles étaient des repères culturels. Clerc appelait Rodagil son « frère de chanson », quelqu'un qui ne se contentait pas d'écrire des paroles, mais traduisait ses émotions en un langage qu'il n'aurait jamais trouvé seul. À la mort de Rodagil en 2004, Julien n'a pas seulement perdu un collaborateur, il a perdu une âme sœur. Ainsi, en 2005, lorsqu'il sort l'album profondément personnel Double Enfance, Clerc pense honorer cette fraternité créative. Il choisit d'y inclure 2 textes inédits de Rodagil, écrits dans les années 1990 et restés jusque-là inutilisés. Pour Julien, ce n'est pas une manœuvre commerciale, mais un geste d'amour et de mémoire. Mais pour les fils de Rodagil, c'est vécu comme une trahison. Presque immédiatement après la sortie de l'album, la famille du parolier s'oppose publiquement à l'utilisation des textes, affirmant que Clerc a agi sans autorisation adéquate. Pour eux, Julien a franchi une ligne invisible, transformé un héritage privé en produit public. La réaction bouleverse Clerc. Il est très affecté, profondément blessé, non seulement par l'accusation d'irrespect, mais aussi par la rupture que cela provoque avec ceux qu'il considérait comme sa famille élargie. Pendant des années, le chanteur était proche des enfants de Rodagil. Il partageait des dîners, des rires, des souvenirs d'Étienne. À présent, on l'accuse de vol artistique, d'exploiter l'héritage de leur père. Les médias français, toujours prompts à amplifier les querelles artistiques, transforment le désaccord en spectacle médiatique. Ce qui aurait dû être une célébration de la mémoire devient un déchirement public de la confiance. Et pourtant, Double Enfance est sans doute l'un des albums les plus transparents émotionnellement de Julien Clerc. Le morceau-titre, écrit par Maxime Le Forestier, raconte l'enfance de Clerc lui-même. La confusion et la tristesse du divorce de ses parents, la fracture entre son père biologique et son beau-père, Paul Leclerc, qui l'a élevé. Julien est un enfant qui a appris très tôt que l'amour et l'identité ne sont pas toujours alignés. Et la chanson reflète cette dualité. Il chante non seulement la douleur, mais l'acceptation, la tentative de trouver une unité dans la contradiction. Ailleurs dans l'album, Carla Bruni écrit « Une vie de rien », un titre sensuel et troublant qui juxtapose le vide existentiel au désir charnel. « Je veux une vie de rien », murmure-t-il. Une vie passée entre tes seins à étudier de près ta peau. Il y a une fin spirituelle dans ces paroles, le désir d'un homme qui cherche un sens non dans le succès ou les applaudissements, mais dans la proximité silencieuse d'un autre être humain. Même au cœur de la controverse autour des textes de Rodagil, Double Enfance aborde des questions plus vastes, plus universelles. Nous sommes tous des réfugiés sur cette terre, déclare Julien. Une ligne qui brouille les frontières entre l'intime et le politique. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de migration ou de frontières, mais d'un exil intérieur, comment chacun porte en soi des déplacements invisibles. Mais malgré cette richesse lyrique, l'ombre du conflit Rodagil plane lourdement. Julien n'a jamais retiré les chansons. Il croyait en la pureté de son intention. Pourtant, la blessure demeure. Pour un artiste qui a bâti sa carrière sur la mise en voix du chagrin, de l'ironie et de la tendresse, la douleur d'être mal compris par ceux-là même qu'il espérait honorer est presque insupportable. Cela ajoute une couche poignante à son histoire. Même les hommages les plus sincères peuvent être mal perçus. Et l'amour exprimé en chanson peut parfois résonner comme un silence pour ceux qui restent. Perdre un frère, se perdre soi-même,
le deuil que Julien Clerc n'a jamais chanté. Certaines pertes les plus douloureuses ne deviennent jamais des chansons. Elles planent en silence, gravées dans le souffle, plutôt que dans la mélodie. Pour Julien Clerc, un homme dont la voix a accompagné l'âme française pendant plus d'un demi-siècle, la mort de son demi-frère cadet Gérard fut l'une de ses blessures trop profondes pour des paroles. Julien est né Paul-Alain Leclerc en 1947, dans une famille intellectuelle et complexe. Ses parents ont divorcé alors qu'il était encore enfant, et il a grandi en naviguant entre deux foyers, entre son père, Paul Leclerc, et sa belle-mère, et sa mère, Évelyne Merlot, qui s'est ensuite remariée avec un professeur de philosophie. Cette mosaïque de figures parentales a créé une grande famille recomposée, au sein de laquelle Julien a développé des liens fraternels profonds avec plusieurs demi-frères et beaux-frères. Mais parmi eux, Gérard était à part. Gérard Leclerc, journaliste et présentateur télé-respecté, était plus qu'un membre de la famille. Il était le reflet de Julien dans un monde parallèle. Là où Julien donnait voix à l'émotion par la musique, Gérard traduisait la pensée publique en mots, naviguant entre politique et société à l'antenne. Leur lien n'était pas seulement fraternel, il était intellectuel, presque gémellaire dans son rythme. Bien que Julien soit devenu le plus célèbre des deux, leurs proches décrivent une relation fondée sur une grande confiance, des conversations à n'en plus finir, des débats passionnés et une admiration mutuelle. C'est pourquoi la mort de Gérard, en août 2023, a frappé comme la foudre. À 71 ans, il est mort subitement dans un accident d'avion près de Lavaux-sur-Loire. À bord d'un petit appareil privé avec 2 autres personnes, Gérard se rendait à un événement public. L'accident, attribué à une défaillance technique et à une mauvaise visibilité, a bouleversé le monde médiatique français et dévasté la famille Leclerc. Julien, alors en pleine promotion de son 28e album studio Une vie, a immédiatement suspendu ses apparitions publiques. Bien qu'il n'ait pas fait de déclaration officielle pendant plusieurs semaines, ses proches ont confié qu'il était inconsolable. Il avait perdu non seulement un frère, mais aussi un gardien des souvenirs partagés, un miroir de son enfance et de ses origines. Le deuil de Julien ne s'est pas exprimé sur les réseaux sociaux ni dans de grands hommages. Il s'est exprimé en silence, dans des interviews annulées, dans des performances teintées de lassitude et dans des silences plus longs que d'ordinaire entre ses mots. Quand Julien a finalement repris la parole dans les médias, son ton avait changé. En promouvant une vie, il évoquait à demi-mot des voix qui disparaissent et des fins qui arrivent trop tôt. L'album avait déjà été composé, mais les auditeurs y ont perçu une résonance nouvelle dans des titres comme L'Avenir, où il chante un couple confronté à la vérité inévitable que l'un partira avant l'autre. Bien que le texte ait été écrit dans le contexte de son amour pour Hélène Grémillon, sa femme depuis plus d'une décennie, fans et journalistes ont soupçonné que les pensées de Clerc s'étaient tournées vers Gérard. Il y a quelque chose d'uniquement isolant dans le deuil d'un frère. La société reconnaît le chagrin d'un parent, d'un conjoint, même d'un enfant. Mais la mort d'un frère, surtout celui avec qui on a partagé une vie de langage privé, d'anniversaires communs et de visions du monde superposées, tombe souvent dans une catégorie silencieuse et indicible. Il n'existe aucun rituel national pour la perte d'un frère. Aucune formule de condoléances préétablie. Pour Julien Clerc, qui a écrit des dizaines de chansons sur l'amour, le chagrin, la paternité et la mémoire, ce fut un chagrin qu'il ne pouvait mettre en musique, peut-être parce qu'il allait plus profond encore que la mélodie ne pouvait atteindre. Un amour à la fois salvateur et triste. Hélène et le poids du temps. À l'automne de sa célébrité, quand les projecteurs ne brûlaient plus aussi fort mais suivaient encore chacun de ses pas, Julien Clerc a rencontré une femme qui allait changer sa vie de la manière la plus discrète, mais aussi la plus profonde. C'était en 2003, sur le plateau de l'émission culturelle nocturne Rive droite, rive gauche.
il y était invité, elle, Hélène Grémillon, n'était qu'une stagiaire, jeune, intelligente, discrète. Près de 30 ans les séparaient. Mais à travers ce fossé, quelque chose s'est allumé. Ce n'était pas l'histoire classique d'une star et d'une admiratrice. Hélène était écrivaine, cultivée et réservée, et elle voyait en Julien non pas une célébrité, mais un homme qui avait vécu, souffert et survécu. Cette rencontre, apparemment fugace, a fleuri avec le temps. En 2008, ils accueillent un fils, Léonard. 4 ans plus tard, en 2012, Julien et Hélène se marient lors d'une cérémonie modeste, loin du cirque médiatique. Pour Julien, déjà père de 4 enfants avec 3 femmes différentes, ce nouveau chapitre avait quelque chose d'étonnamment stable. Avec Hélène, il trouva non seulement une épouse, mais une complice intellectuelle, quelqu'un qui le mettait au défi, comprenait les poids de la célébrité sans les convoiter, et lui offrait un sentiment de foyer qu'il n'avait jamais vraiment connu. Julien a un jour décrit leur relation comme fusionnelle, liée si étroitement, émotionnellement et intellectuellement, qu'elle ressemblait à une âme partagée. Hélène n'était pas simplement la partenaire discrète en coulisses, elle était une autrice publiée, connue pour Le Confident, un roman acclamé traduit en plus de 20 langues. Ils étaient égaux, affirmait-il, même si son nom à lui portait plus d'histoire. Et pourtant, même dans les amours les plus sûrs, il existe des failles que le temps ne comble pas. L'une de ces fissures apparut quand Hélène exprima le désir d'avoir un deuxième enfant. Julien, déjà sexagénaire, refusa, non par cruauté mais par lucidité émotionnelle et physique. « Je n'en avais pas la force », avoua-t-il plus tard dans une interview intime. Et je sais que je lui ai fait du mal en disant non. Sa voix trembla légèrement. Ce n'était pas une décision prise à la légère, c'était un instinct de survie. Pourtant, il porte encore la culpabilité. Elle ne lui en a jamais voulu. Mais certaines douleurs dans un couple se partagent en silence, sans jamais se dire complètement. Alors que Julien approche des 80 ans, ce regret se double d'une autre peur, plus profonde, celle de partir trop tôt. Si la vie suit son cours logique, confie-t-il, je partirai avant elle. C'est le cœur de l'avenir, une ballade bouleversante qu'il dédie à Hélène, pleine d'aveux tremblants sur la mort et l'amour. Il a déclaré publiquement qu'il y pensait souvent, pas seulement à sa propre fin, mais à ce que son absence représenterait pour elle, pour leur fils. Et Hélène, bien que plus discrète, porte la même conscience. Leurs conversations, souvent légères et pleines d'admiration réciproque, ont parfois un sous-texte d'adieu. Contrairement à ses relations précédentes, marquées par la passion, le chaos ou le déséquilibre, celle-ci est empreinte d'une sagesse calme et mélancolique. Julien a appris à chérir les jours ordinaires. Regarder leur fils Léonard grandir, partager un repas, lire en silence côte à côte. Dans des interviews récentes, il dit que son plus grand espoir est simplement de rester en vie assez longtemps pour accompagner Léonard jusqu'à l'âge adulte. Pas pour l'éduquer parfaitement, juste pour être là. C'est un rêve modeste pour un homme autrefois idolâtré par des millions. Mais dans ce rêve réside toute la vérité que Julien Clerc a récoltée au fil de sa longue vie sinueuse. Que l'amour, même lorsqu'il vous sauve, porte en lui une part de tristesse. Et que le plus grand acte de dévotion est peut-être simplement la volonté de continuer pour quelqu'un d'autre. De l'ambassade auprès de l'ONU au scandale. Une vie de contradiction publique. En 2002, Julien Clerc fit don des droits de sa chanson « Partir au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés » HCR, inspiré par un voyage profondément émouvant en Afrique. 1 an plus tard, il fut officiellement nommé ambassadeur de bonne volonté pour la francophonie. Un rôle noble pour un artiste qui avait toujours vu la musique comme une force d'unité. Et Clerc n'a jamais fui la politique. En 2012, il signa une lettre ouverte avec d'autres artistes pour soutenir le mariage pour tous et le droit à l'adoption pour les couples homosexuels. Sa voix était celle de la mélodie, mais aussi du progrès. Mais cette image s'est fissurée en 2017,
lorsque le nom de Julien apparut dans les tristement célèbres Paradise Papers. Des journalistes révélèrent qu'il avait eu recours à un montage légal d'optimisation fiscale via Malte pour payer une TVA réduite sur son yacht de luxe. Légalement autorisé, mais moralement discutable. Pour quelqu'un qui avait passé des décennies à défendre les réfugiés, l'impact visuel était désastreux. La réaction fut immédiate, et Julien Clerc devint, un instant, moins le crooner romantique que le symbole des contradictions de l'élite. L'homme qui chantait la lutte sociale se retrouvait à profiter des failles du système financier. Et pourtant, Julien ne nia jamais. Il ne tenta même pas vraiment de contrôler les dégâts. Comme si le poids du temps l'avait fatigué des faux-semblants. Les scandales passèrent, le tumulte retomba, et la vie reprit son cours. Non sans laisser une ecchymose. L'affaire Clerc. Quand la France s'est retournée contre son chanteur. Le 10 juillet 2025, une bombe politique éclata dans les médias français. Une controverse simplement baptisée « l'affaire Clerc » engloutit la nation. Personne n'aurait pu prévoir à quelle vitesse la situation allait dégénérer. Cela commença par des rumeurs, puis des témoignages fuités, des menaces judiciaires et un cycle médiatique enfiévré. Même le président de la République fut entraîné dans la tourmente, déclarant avec fermeté « Je ne partage pas la polémique et je le regrette, mais remettons les choses à leur place. » Des manifestants descendirent dans la rue, divisés en deux camps opposés. Les clercards, fans fidèles et défenseurs du chanteur, et les anti-clercards, qui réclamaient son interdiction de se produire. L'ambiance devint délétère. La police fut mobilisée pour contenir les tensions. Les chroniqueurs culturels débattaient. Clerc était-il victime de la cancel culture ou le symbole d'un privilège fané? Personne ne savait exactement ce qui avait déclenché la vague. Certains pointaient du doigt des années de frustration accumulées autour de ces pratiques fiscales. D'autres évoquaient un malaise plus profond, un basculement générationnel où les figures autrefois révérées étaient désormais scrutées sans indulgence. Julien Clerc parla peu. Il resta chez lui. Il ne se défendit pas. Et peut-être que ce silence en disait plus que n'importe quelle déclaration. Qu'il était lui aussi choqué par la violence de la réaction publique. Qu'après des décennies à prêter sa voix à la France, celle-ci ne savait plus quoi en faire. Julien Clerc a prêté sa voix à la France pendant plus d'un demi-siècle. Mais lorsqu'il eut besoin que ce même pays entende son silence, peu l'écoutèrent. Pensez-vous que les gens lui ont tourné le dos trop vite? Ou avait-il raison de le juger? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres vérités derrière les légendes.